C'est un plaisir renouvelé que de vous retrouver à Business Matin, votre matinale sur Business 24 Africa. Sachez d'entrée de jeu que cette émission vous donne la possibilité de promouvoir vos événements, vos activités socioculturelles, vos prestations de services et vos établissements. Alors n'hésitez pas à nous contacter aux différents numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Nous vous laissons le temps de vous installer. Juste après cette petite pause, nous nous retrouvons pour le début de l'émission. Démarrons cette émission comme à l'accoutumée par les éphémérides du jour. Aujourd'hui, c'est le 18 avril et bien le 18 avril est le 109e jour de l'année puisque nous sommes dans une année bissextile. Il ne reste plus que 257 jours avant le terme de l'année. Alors hâtez-vous de réaliser les projets que vous avez dressés en début d'année. Tout de suite, voyons les événements en rapport avec cette date du 18 avril. Eh bien, le 18 avril 1915, Roland Garros, contraint d'atterrir sur le territoire allemand, est fait prisonnier de guerre. Et puis sachez-le, le 18 avril 1951, le traité de Paris institue l'ACK, qui est donc la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et puis, sachons-le tous, aujourd'hui c'est la journée internationale des monuments et sites. Vous avez donc la possibilité de prendre des photos à côté des monuments ou encore sur des sites touristiques et les poster sur les murs de vos différents réseaux sociaux préférés et montrer donc au monde entier que vous êtes au goût du jour. Et bien, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder un thème qui est plus que d'actualité. Il s'agit donc des paradis fiscaux. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau donc une personne bien avertie en matière de droit et surtout de blanchiment d'argent. Vous comprendrez pourquoi. Il est juriste donc en 3e année de doctorat, option droit privé, et il fait sa thèse sur le blanchiment des capitaux en droit pénal ivoirien. J'ai nommé donc Monsieur Bonny William Ferdinand qui est déjà bien installé sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Très bien. Alors avec vous, comme je l'ai dit tantôt, nous allons aborder la question des paradis fiscaux. Nous allons essayer d'éclairer la lanterne de plus d'un sur les terminologies qui sont donc comprises dans le thème du paradis fiscal. En commençant justement par le paradis fiscal lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Eh bien, il n'existe pas de définition officielle du thème paradis fiscal. D'où la difficulté de les renommer et de les dénombrer. Mais cette absence de définition n'est pas un obstacle infranchissable. Dans la mesure où l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, va fixer un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre de saisir la notion de paradis fiscal. Il s'agit notamment des pays à faible taux d'imposition. Et souvent même dans ces pays, il faut dire que les impôts sont insignifiants, voire inexistants. Dans ces pays également, nous avons une absence de transparence dans l'application de lois fiscales. On a également une absence d'activité réelle des sociétés et une absence de coopération avec les États ou les organismes internationaux qui sont impliqués dans la lutte contre la criminalité financière. Donc, dès l'instant où un pays répond bien évidemment à toutes ces caractéristiques, ou bien l'une d'elles, alors ce pays sera déclaré comme paradis fiscal. Justement, vous avez relevé un terme qui m'intéresse, non un sigle. Il s'agit donc de l'OCDE. Qu'est-ce que c'est que l'OCDE? Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Eh bien, l'OCDE est l'Organisation de coopération et de développement économique. Créée en septembre 1964, elle comprend aujourd'hui 34 pays membres. Et l'OCDE fixe les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal. L'OCDE intervient également dans la politique de promotion du développement économique et social, et va donc organiser des ateliers qui vont rassembler tous les États membres en vue de discuter sur des questions d'ordre économique et dans le but de relever leur économie.
Voilà. Très bien. Alors justement, ces derniers temps, nous avons maintes fois entendu ces termes suivants: État coopératif et État non coopératif. Est-ce que l'on pourrait savoir de quoi il s'agit lorsqu'on utilise donc ces termes, État coopératif et État non coopératif? Eh bien, par État coopératif, il faut entendre tout simplement les États qui coopèrent avec les organismes internationaux dans le but de lutter contre la délinquance financière ou contre un acte déclaré contraire à la loi. Donc c'est une sorte de synergie, c'est une sorte de solidarité internationale qui existe entre ces États. Par contre, l'État non coopératif, c'est-à-dire que ce sont des États qui ne s'investissent pas dans la lutte commune contre la criminalité financière. Ah, très bien. Alors pourquoi ils choisissent justement de ne pas s'investir dans cette lutte? Pourquoi ils choisissent de ne pas coopérer? Eh bien, bon, dans le domaine économique, par exemple, cette solidarité permet, comme je l'ai si bien dit, permet de lutter contre la criminalité financière. Et ces États décident de ne pas coopérer dans le but d'attirer l'investissement. Parce que ces États sont beaucoup orientés vers l'extérieur. Ils ont besoin de capitaux provenant de l'extérieur. Donc du coup, ils ont, je dirais, les portes ouvertes. Parce qu'ils ont besoin de capitaux pour financer leur projet de développement. Très bien. Ces derniers temps, on a aussi beaucoup entendu cette expression société offshore. Qu'est-ce qu'une société offshore? Eh bien, une société offshore est une société qui exerce ses activités commerciales en dehors de l'État où elle a été constituée. Donc, du coup, la société offshore est exempte d'impôts. D'accord. Justement, comment comprendre qu'une société soit constituée dans un État et qu'elle puisse fonctionner, exercer dans un autre? Eh bien, cette question peut être rattachée au blanchiment de capitaux, par exemple. Parce que quand on crée des sociétés, imaginez-vous un instant, un homme d'affaires qui crée une société ici en Côte d'Ivoire. On voit que cette société sera soumise aux lois fiscales. Très bien. Et plus la société a un chiffre d'affaires important, quand on prend en compte l'ampleur de ses activités, on voit que la société va payer beaucoup au fisc national. Donc du coup, en bâtissant ou en créant sa société dans un autre État, on veut donc échapper au fisc national. Et ces sommes d'argent qui étaient destinées à l'État, par exemple ivoirien, qu'on va appeler agents noirs, peuvent être utilisées à des fins illicites, par exemple le blanchiment, par exemple le financement du terrorisme. Très bien, nous avons bien compris votre intervention. Nous allons à présent nous intéresser de plus près à ce scandale du Panama Papers. Pour celui qui n'aurait pas suivi l'actualité, il serait intéressant quand même de faire un bref résumé de ce dont il s'est agi quand on a parlé donc de l'affaire Panama Papers. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi s'agit-il lorsqu'on dit scandale Panama Papers? Eh bien, cette affaire vraiment a provoqué un réel scandale qui d'ailleurs a suscité de vives réactions partout dans le monde. Eh bien, il s'est agi de la fuite d'environ 11,5 millions de documents relatifs à plus de 214 000 sociétés offshore, impliquant des personnalités de divers horizons, de divers rangs sociaux, impliquant également des célébrités sportives et autres. D'accord. Justement, comment a-t-on pu en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette affaire puisse connaître ce boom médiatique qu'elle a connu? Eh bien, il faut dire que cette affaire est un dossier très lourd. Et plus le dossier est lourd, vraiment, on a de fortes chances de se faire appréhender facilement. C'est ce qui a entraîné vraiment la naissance de cette affaire qui va quand même éveiller la conscience des peuples sur pas mal d'actions illicites qui se passent dans ce monde. Très bien, beaucoup de noms ont été révélés, beaucoup de personnalités ont été indexées. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à ces personnalités et à ces sociétés donc, qui ont été constituées, qui ont exercé au Panama? Eh bien, il faut dire que ces personnes ont investi au Panama et nous avons, comme je l'ai dit, ce sont des personnalités de divers horizons. Maintenant, le problème est de savoir quelle est l'origine des fonds investis. Voilà. Si ça veut que ces fonds ont une origine illicite, alors on va déboucher sur le terrain du blanchiment de capitaux. Très bien.
Et ce thème, il revient justement en parlant de blanchiment d'argent, de capitaux, comme vous le dites. Est-ce qu'on pourrait savoir de quoi il s'agit? Et puis après, si vous le permettez, nous allons revenir aussi sur cette expression évasion fiscale, justement, faute dont est rendu coupable ces personnes, ou du moins dont sont rendues coupables ces personnes qui ont été indexées lors de ce scandale Panama Papers. Donc commençons déjà par le blanchiment de capitaux et ensuite on parlera d'évasion fiscale et fraude fiscale. Ok. Le blanchiment de capitaux est une opération qui consiste à donner une apparence légale à un bien d'origine illégale. Autrement dit, c'est le processus à l'issue duquel les fonds obtenus au moyen de la commission d'une infraction, c'est-à-dire d'un fait qualifié crime ou délit, ces fonds-là sont réinjectés dans l'économie légale. Très bien. Est-ce qu'on pourrait savoir en fait l'historique qui entoure le blanchiment d'argent? Eh bien, il faut dire que le blanchiment d'argent est né dans les années 1920 aux États-Unis. Eh bien, dans les années 1920 aux États-Unis, il faut dire que les Américains avaient adopté une loi qui interdisait la vente de l'alcool. Et les cartels du crime, avec à leur tête Al Capone, avaient décidé donc de créer un vaste réseau de distribution de cette substance qui était pourtant interdite. Alors pour dissimuler leurs bénéfices, ils vont racheter une chaîne de blanchisserie et il a fallu qu'il y ait un cas de fraude fiscale pour qu'on découvre que en fait ces fonds qui provenaient de ces structures-là avaient une base illicite. Ah, très bien. Sinon, on ne le savait pas. On pensait qu'il s'agissait juste de fonds liés à cette chaîne de blanchisserie. Voilà. D'où justement l'appellation de cette fraude blanchiment d'argent. Parce que ça tient en fait... Dans le temps, il y avait un débat entre le terme blanchissage et blanchiment. Et c'est le blanchiment qui l'a emporté. Ah, très bien. Quand vous parlez d'évasion fiscale, je pense tout de suite aussi à la fraude fiscale. Est-ce qu'il y a un distinguo à faire entre évasion fiscale et fraude fiscale? Si oui, lequel? Effectivement, les deux notions ne sont pas des synonymes. Voilà, la fraude fiscale est un délit. C'est-à-dire, elle consiste à falsifier la déclaration des revenus pour ne pas acquitter les taxes. Très bien. Donc, elle consiste donc à falsifier les documents. À falsifier la déclaration. Alors que l'évasion fiscale consiste donc à exporter ces fonds, ces fonds ailleurs. C'est ça. Très bien. Alors justement, pour revenir réellement sur le sujet de l'affaire Panama Papers, qu'est-ce que ces personnes indexées ou ces sociétés indexées ou ces personnalités indexées par ces documents qui étaient très révélateurs, qu'est-ce que ces personnes encourent réellement? Eh bien, il faut dire que les capitaux, le volume d'argent impliqué dans cette affaire vraiment est très gigantesque. Donc, il faut permettre à ces personnes de justifier l'origine de leurs fonds, ce qui serait d'ailleurs très difficile. Très difficile. Alors, s'il s'avère que ces fonds ont une origine illégale, c'est-à-dire ces fonds étaient obtenus à l'issue de la commission d'une infraction, telle que le détournement de fonds, telle que la corruption, le trafic d'armes, du coup, ces personnes-là tombent sous le coup de la loi pénale. C'est-à-dire, tombent sous le coup du blanchiment de capitaux. Alors, chaque État va se saisir de l'affaire pour sanctionner ces personnes mises en cause. Justement, nous allons revenir en Afrique pour essayer donc d'adapter le sujet à nos réalités. Est-ce qu'en Afrique, il existe des paradis fiscaux? Si oui, lesquels? Effectivement, aucun pays ne peut être épargné. Tous les pays du monde sont touchés par ce phénomène. Eh bien, en Afrique, nous avons le Libéria, nous avons le Djibouti, nous avons les îles Seychelles. Ah, très bien. Donc, si je décide d'investir dans ces pays-là, est-ce que je me serais rendu ainsi coupable d'un délit? Pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans ces pays, mais quelle est l'origine de ces fonds? Est-ce que ces fonds ont une origine sale ou propre? Vous pouvez investir librement au Libéria, aux îles Seychelles, mais quelle est l'origine de ce fonds? C'est toute la question en fait. Si c'est de l'argent propre, vous n'encourez aucune sanction, parce que chacun est libre d'investir là où il veut. Mais le problème qui se pose avec les paradis fiscaux, c'est que les paradis fiscaux sont une terre d'accueil pour les biens acquis de façon illicite.
Très bien. Et le combat contre les paradis fiscaux est une nécessité parce que ces fonds qu'on achemine à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, peuvent être destinés au financement du terrorisme. Alors, si nous voulons investir donc dans un paradis fiscal et ne pas avoir d'histoire, permettez-moi l'expression, avec la justice, si nous ne voulons pas être donc aux prises avec la justice de notre pays ou la justice internationale, quelle est donc la bonne attitude à adopter? Est-ce qu'il faut tout simplement payer les impôts à notre pays d'origine? Est-ce que c'est cela la solution pour être sûr de ne pas être aux prises avec la justice? Eh bien, la question n'est pas de payer ses impôts dans son pays d'origine. C'est-à-dire, on peut investir partout. Mais est-ce que cet investissement a une origine légale? Est-ce que les fonds investis ont une origine légale? Si tel est le cas, bon, il n'y a pratiquement aucun problème. Maintenant, si les fonds investis, par exemple à l'étranger, ont une origine illégale, là, vous vous rendez coupable du blanchiment de capitaux. Du blanchiment de capitaux. Maintenant, pour quelqu'un qui paye ses impôts, parce que c'est dans les situations de crise, voilà, qu'on a cette invasion fiscale. Et ça fait que l'État paie beaucoup, parce que les taxes sur les revenus vraiment permettent de faire entrer de l'argent dans le budget ivoirien. Donc l'État paie beaucoup. Donc cet argent qui aurait pu permettre à la Côte d'Ivoire de financer ces grands projets, on voit que cet argent-là ne sera plus en possession donc de l'État. Donc ça, c'est de l'argent noir. Très bien. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour échapper à la justice, si je puis le dire ainsi, il faut tout simplement payer ces taxes sur les revenus de votre pays. Voilà, vous payez tout ça. Et puis encore, il faut être rassuré que votre agent n'a pas une source illégale. Très bien. Alors, pour terminer, quel est votre regard sur le paradis fiscal? Est-ce que le paradis fiscal est un mal en soi? Ou bien c'est l'usage qu'on en fait qui est mal et qui peut créer donc les scandales tels que celui du Panama Papers? Oui, eh bien, quand je parle d'enfer, ça dit il faut penser un peu aux difficultés économiques auxquelles le pays sera confronté. Imaginez-vous un instant où le budget, ou bien une bonne partie du budget a été quand même détournée par un chef d'État et cette partie du budget a été transitée dans les paradis fiscaux. On voit que cet argent qui normalement devrait permettre de financer les projets de développement, c'est-à-dire de l'emploi jeune par exemple, cet argent-là sort du patrimoine de l'État. Et du coup, le taux du chômage va augmenter. Et comme on le sait, plus il y a le chômage, on voit que la délinquance financière bat son plein. N'est-ce pas? Voilà. Donc vraiment, c'est pourquoi le paradis fiscal pour moi apparaît comme une sorte d'enfer. Et l'Europe également, pour moi, c'est une honte. Parce qu'il faut éviter... que c'est vrai que vous avez besoin de fonds, vous êtes ouvert rien que pour avoir de l'investissement, c'est ça, tout ça c'est bien, mais il faut savoir faire les choses. Voilà, il faut savoir faire les choses, il faut que les choses soient bien régulées, c'est-à-dire qu'il faut refuser les fonds quand ces fonds-là ont une origine illégale. Voilà. Très bien, très bien. Je pense que votre avis sur ce sujet est bien connu pour vous. Le paradis fiscal, en fait, n'est qu'un enfer pour nous tous, finalement. Absolument. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci, et votre position donc sur les paradis fiscaux est bien connue pour vous. Le paradis fiscal est un enfer pour tous, finalement. Absolument. Merci encore à vous d'être passé. Je rappelle que vous êtes Monsieur Boni William Ferdinand et vous êtes juriste en 3e année de doctorat, option droit privé, et vous faites une thèse sur le blanchiment des capitaux en droit pénal ivoirien. Merci encore à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je voudrais vous rappeler que vous avez la possibilité de faire la promotion de vos différentes activités socio-culturelles, de vos prestations de services, de vos établissements à cette émission même. Alors n'hésitez pas à nous joindre aux différents contacts qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Business 24 Africa.